Moi j'aime bien faire la SMR. 80 000 vues, ça lui dira, écoute. L'entrepreneuriat, ah là je stresse. Oh. Enlève ton t-shirt, mets-toi sur la table, on va te masser. Le truc ça part en couille. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on va parler un petit peu des objectifs que l'on peut se fixer en tant qu'entrepreneur et l'importance qu'ils ont au quotidien. Aujourd'hui je suis avec Nicolas et Hugo. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je commence. professionnelle? Vas-y, Allez, commence. moi c'est Nico du coup. Dans la vie professionnelle du coup j'ai deux facettes. Je travaille en CDI en agence de com où j'ai un poste de directeur artistique et à la fois j'ai mon auto-entreprise du coup, donc je suis entrepreneur sur tous les soirs de la semaine et les week-ends. Donc on est sur du graphisme. De la direction artistique, graphisme, web design Ok, et du motion design. ok. Voilà. Et toi du coup? Et ben moi pour éviter de faire de la redite, c'est exactement comme lui. Non en vrai moi j'ai fini mes études il y a pas très longtemps. Donc j'ai lancé mon auto-entreprise en attendant entre guillemets de trouver aussi une agence dans laquelle poser mes valises. Et du coup bah, là j'oscille un peu entre mon ancienne agence, là où je travaille en tant que freelance, et des clients perso à côté. Ok, donc ton objectif c'est de finir salarié quand même, d'avoir les deux. Ouais, c'est ça en fait. D'avoir les deux. En fait de faire comme Nico, Ok. d'avoir un peu une sécurité d'un côté et des projets un peu plus libres de l'autre. Ok. Moi j'ai un petit peu l'inverse du coup, en attente d'un objectif. Ok. Ce serait plutôt actuellement, j'ai mon CDI qui m'assure une sécurité, qui m'apporte aussi beaucoup d'expérience, parce que je travaille avec des gros budgets, des gros clients, etc. Mais mon objectif quand même, c'est de me concentrer à fond sur mon entreprise et de me lancer vraiment à 100%. Que ça serve de tremplin. Voilà, Que ça soit un exactement, que tremplin. ça sert de tremplin pour l'expérience. L'idée c'est que moi, je m'en sorte du CDI Ok. pour partir 100%. Ok, hyper intéressant. Bah là, tu vois, le sujet d'aujourd'hui, c'est justement les objectifs qu'on peut se fixer en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, même gérant de boîte, etc. Comment on se fixe des objectifs? Est-ce que c'est réellement important? Comment on se crée un petit peu une routine? En fait, est-ce qu'on se lève tôt le matin? Est-ce qu'on se lève pas tôt? Est-ce qu'on travaille le week-end? Tu vois, comment on gère son emploi du temps? Pourquoi on le fait? Est-ce qu'il faut se mettre la pression? Est-ce qu'il faut pas se le mettre? Et je pense que pour répondre à ce thème-là, on peut écrire les 3 premiers mots qui nous viennent à l'esprit, après on les montre, après on débat là-dessus et on essaye de voir ce que ça peut donner. Ça vous va? Ok. Les 3 premiers mots qui viennent sur le sujet de... L'importance de se fixer des objectifs dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? En fait, c'est important de s'en fixer. Ok. Ça se trouve, c'est pas important pour vous, et dans ce cas-là, vous le mettez. 3, 2, 1. Ok, donc moi j'ai marqué vision, cadre stable et garder sa détermination. Moi j'ai avoir un cadre aussi, respecter les deadlines et un mode de vie sain. Ok, Ok. Moi, je me suis mis que c'est pour avoir de la discipline, de la motivation, et ça permet d'avancer. ok. D'avoir une case à cocher pour avancer. Comment tu te disciplines dans le sens, vu que tu as ton boulot la semaine et le week-end, tu as ton auto-entreprise, est-ce que franchement parfois t'es pas fatigué? Ou est-ce que t'as pas des amis qui te demandent de sortir? Est-ce que tu acceptes, tu refuses? Comment tu gères ton temps? C'est très difficile à gérer le temps comme ça. Actuellement, j'essaye de faire un petit peu au mieux. J'ai pas de recette magique. J'avance un petit peu au fur et à mesure et on voit comment ça se passe. Et justement, ça passe aussi par le fait de se donner une to-do, des objectifs, etc. Mais de savoir aussi dire quand ils sont pas accomplis et de pas rester forcément un week-end entier ou toute la soirée ou quoi pour le cocher et passer au suivant le lendemain. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut apprendre à faire sur les objectifs, c'est apprendre à ne pas les cocher. Est-ce que tu as ce truc-là de, pour ton auto-entreprise, vu que tu as entre guillemets le choix des deadlines de rendu, est-ce que tu prends un peu plus large pour te laisser une marge de manœuvre au cas où tu sois fatigué? Au lieu de te dire, ouais, là, si je travaille ce week-end et le week-end prochain, c'est terminé, mais au client, tu vas dire 3 semaines. Comme ça, bah, tu te laisses un week-end de repos au cas où, si tu tombes malade, si tu as un imprévu, si tu as un autre client en urgence. Est-ce que tu te laisses du temps, en fait, Pas vraiment. ou est-ce qu'il faudrait que tu le fasses? C'est une vraie Il question. faudrait que je le fasse, mais le problème que j'ai actuellement du coup sur cette gestion de temps, c'est que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir avec des projets presque du jour pour le lendemain. Je dis presque, mais du coup j'ai beaucoup de clients avec qui je travaille sur du web ou des réseaux sociaux, etc. Et du coup c'est pas des projets long terme où on revoit pour rendre dans 3 semaines. Alors après j'ai aussi des projets long terme et là pour le coup on se donne des points, etc. Toutes les 2 semaines, que ça avance régulièrement, tout ça. Mais j'ai aussi beaucoup de sujets où ça c'est la faute des clients, mais qui t'appellent et ils te disent bah super, j'ai besoin d'une vidéo, c'est diffusé dans le métro dans 2 semaines. Voilà. Sauf que moi ce week-end j'avais un anniversaire, je sais Voilà. que je vais pas travailler du week-end, je vais avoir un petit peu mon samedi, etc. Et puis ensuite il faut que j'articule comme je peux le soir, etc. Dans cette situation, t'annules pas ton week-end. Dans cette situation, j'annule pas mon week-end. Non. Et du coup, comment tu trouves le temps? Parce que si tu bosses déjà la semaine,
en tant que salarié? Tu rentres chez toi, tu as peut-être un peu de sport, ou après tu enchaînes la nuit. Comment tu gardes ton temps de sommeil pour pas... Je décale les choses qui sont moins importantes en travail, plus ou moins. Ok, Donc, par exemple, si j'avais un rendu un peu plus large pour un client, je vais pas travailler dessus cette semaine et je vais me concentrer à fond sur celui-là ok, pour le rendu. Je fais en sorte que ça soit répercuté sur le travail et pas sur le perso que j'ai calé. ok. Parce que si je commence à faire ça, bah, je sors plus. Parce Ouais. que on dit déjà que je passe beaucoup de week-ends à le faire. Le week-end où je me suis dit allez, cette fois c'est avec mes amis, cette fois je prends du temps pour moi et tout, je pense pas, je vide la tête. Si on le fait pas, bah, c'est comme ça qu'on rentre, enfin c'est pas possible en fait. Et t'es sur quoi? Un week-end sur 2? Un week-end sur 3 de travail? De travail pur, où je vais travailler mon week-end entier, Ouais. 8 heures par jour le samedi, 8 heures le dimanche, c'est un sur 3. Ok, Et par contre ça n'existe pas un week-end où je travaille pas du tout. ok. Je vais toujours gérer soit une petite urgence de dernière minute, soit juste avancer 1 ou 2 heures dans le week-end sur quelque chose. Ok. Mais ça permet d'avancer. En fait, c'est comme si je travaillais mes soirs un petit peu, mais un petit peu le Ok. samedi, un petit peu le dimanche. Là, du coup, tu me parles de travail en salariat ou auto-entreprise, mais à côté de ça, du coup, est-ce que tu fais de la veille? Est-ce que tu as le temps de faire de la veille C'est informatique? sûr. Et comment tu le rentres ça? La veille, je la rentre dans mon temps de travail. Oui, En fait, l'avantage, c'est que je fais beaucoup de veille du coup dans mon entreprise, dans mon agence, là où je suis salarié, pour tous nos clients, tous les projets qui rentrent, et c'est beaucoup de projets très créatifs, que ce soit en vidéo Ok. ou en DA pur. Et du coup, il y a toujours cette phase de veille au début où je vais y passer de longues heures en Oui, c'est veille. obligatoire. C'est obligatoire si tu veux pas foncer tête baissée, être hors sujet complet ou has-been en fait. Has-been. Donc, Le mot has-been est has-been. Le mot has-been est has-been, mais on l'utilise depuis toujours et au final. oui. Et non, du coup, je l'ai inclus vraiment dans mon travail, mais je profite du coup de pouvoir le faire en agence parce que c'est prévu dans la vente aux clients. Ouais. Et du coup, je fais de la veille un peu globale et tout, et du coup, ça me permet vraiment d'avoir fait cette veille pour mon auto-entreprise Oui, voilà. à côté. Ok. Donc, tu as géré quand même ton temps C'est en ça. salariat pour gagner du temps dans C'est ton ça. entreprise. Ça, c'est Après, il y a bien sûr des sujets que mes clients en auto-entreprise vont me demander, des petits sujets précis. spécifique. Là, je suis obligé d'aller faire de la veille un peu à côté, forcément. Et puis là, je vais pas te cacher, la veille, ça se fait aux toilettes. La veille, Oui. ça se fait, Oui. ça se fait C'est vrai que quand ça tu trop dans peux. le Et tram. tout. Nous, on a un avantage dans notre métier, c'est que tout se prête à faire de la veille en fait. Ouais. Quand on est dans le métro, quand on regarde la télé, quand on est sur les réseaux, n'importe quoi en fait se prête à. Enfin, on assimile les choses, on les engrange et en fait, on y repense à un moment, à un autre moment, pour faire une pub, un motion, une campagne, n'importe quoi. Ouais. Tout en fait se prête à être veillé entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, même ça va encore au-delà, ça va dans les relations amicales, parce qu'Hugo et moi, on est amis, du coup. Et quand on se voit, on en parle. Oui. On parle énormément de ça, on fait le même métier, et on se montre des trucs, etc. Et on fait de la veille, en fait, entre amis. C'est ça, En ouais. allant boire une bière, on fait de la veille, finalement. Donc, Oui. c'est surtout Mmh. ces petits points qu'on en fait, finalement. Parce que toi, du coup, tu travailles pas la journée en tant que salarié. Donc, comment tu t'organises? Tu te lèves le matin? Tu te lèves pas le matin? Est-ce que tu travailles le week-end? Est-ce que toi, du coup, tu dis non, c'est plus lundi jusqu'à vendredi, puis après tu prends ton week-end? Comment tu t'organises? Et du coup, ça rejoint un point que je voulais aborder. C'est tout à l'heure, vous parliez d'avoir un train de vie un peu ordonné, un peu sain, etc. Moi, je pense qu'il faut trouver son train de vie personnel, tu vois, parce que chacun en fait peut être discipliné de la manière qu'il veut, entre guillemets. Donc, je pense que ça dépend des gens, du coup. Ouais. Et il faut trouver, et c'est ça le plus dur aussi, c'est de trouver vraiment son train de vie. Et donc, moi, pour l'instant, ça dépend en fait des jours. Les jours où je travaille dans mon agence, c'est des horaires entre guillemets un peu normal, où je vais commencer à 8h30, 9h maximum. Et après, je finis généralement sur les coups de 18h30. Et les jours où je travaille pas, c'est un peu moi, je suis mon rythme. Voilà, là, j'ai pas vraiment. Pour l'instant, je me suis pas vraiment calé de rythme. de vrai rythme, d'une vraie routine. Je devrais. C'est un des objectifs que j'aimerais bien avoir. Ok. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Et du coup, moi, je me relève plus aux alentours de 9h30, 10h. Et après, je passe un moment où je fais rien, où je veille. Ok. Enfin, voilà, entre guillemets. Et ensuite, je regarde les autres choses que j'ai à faire et je travaille ensuite. Ok. Voilà, jusqu'à la fin de la journée. Globalement, pareil, jusqu'à 18h, 18h30, ça dépend des projets. Ok. Des fois, pareil, ça peut durer encore plus longtemps. Hier, j'ai fini de travailler, je crois, à 22h, 23h. Ok. Parce que j'ai envie de finir un truc vraiment, absolument. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre dessus à fond. Et ce truc-là de la routine, c'est hyper intéressant parce que moi, je suis plutôt de ton point de vue sur le fait que chacun doit trouver sa routine personnelle. Sauf que si tu veux avoir une vie avec des gens qui n'entreprennent pas, t'es obligé de te caler en vrai.
Bien sûr. Alors que, parce que eux, ils travaillent du lundi au vendredi, parfois le samedi aussi, mais ils travaillent pas le lundi. Sauf qu'eux, ils vont faire quoi, 8h30, 17h30, 17h peut-être même. Et du coup, si moi je commence à 10h, par conséquent, je viens de perdre 2h le matin parce que nous on arrive à 8h, 8h30. Et si je veux finir ou du coup avoir la sensation d'avoir pu avancer dans ma journée, je vais finir du coup à 19h30, 20h. Si après tu vas au sport, etc., t'arrives les 22h. Si t'as une conjointe ou des amis ou quoi, tu les loupes. Donc c'est si jamais tu te lèves, tu commences à 10h, ou tu te lèves à 10h, tu commences à 10h, et qu'après tu finis comme tout le monde à 18, et en fait, si t'as pris une heure de pause le midi, en fait, t'as travaillé moins que les autres. Donc moi, je me suis conforté dans une. Moi étant gérant de cette boîte-là, Web Studio, je me suis conforté dans un planning un peu de salarié. En gros, voilà, moi j'arrive les 8h, 8h30, je repars quand il n'y a pas une grosse période de rush à 18h, quand il y a du rush, je pars à 19, 19h30, 20h, ça peut dépendre et je travaille même le week-end. Mais j'ai essayé d'avoir un peu un emploi du temps qui correspond aussi avec mon cadre d'amis, familial ou autre, parce qu'en fait, si je suis aussi mes envies, ça va plus m'arriver aussi, de me lever trop tard, et au final, moi si jamais je me lève à 10h par contre, personnellement, des fois je vais pas au boulot. Parce que pour moi j'ai perdu ma journée. Il y a vraiment ce truc-là, psychologiquement, je me suis levé à 10h. Et je suis en mode, franchement là, si je prends le bus, je vais arriver à 11h, je vais bosser une demi-heure, après je vais manger, parce qu'avec les collègues. Franchement, c'est pas un dégoût que t'as de toi-même, mais il y a vraiment ce truc-là de soit je me lève, et on y va, on parle de détermination, mais on y va, et on y va à fond, et en fait on travaille à fond toute la journée, comme ça le soir, à la rigueur, une fois que t'as terminé, t'es satisfait de toi-même, et du coup tu peux te permettre d'aller voir des amis ou de faire autre chose. C'est vraiment ce truc-là, soit j'y vais pas, et si moi j'y vais un peu plus tard, il faut que je trouve une justification viable. Soit je suis allé à la salle de sport, et dans ce cas-là, j'ai fait quelque chose qui va me permettre du coup d'être plus actif dans la journée, de me réveiller le matin, soit d'avoir fait de la veille informatique, mais ça je le fais dans le métro en venant ou en repartant. La veille, moi je la trouve aussi dans les réels, je la trouve dans les vidéos, je la trouve dans les discussions aussi. La dernière fois on était aussi en train de boire un coup, on parlait des IA, c'était hyper intéressant. Tu vois, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé, et on échange sur ce genre de sujet. Donc il y a vraiment ce truc-là, pour moi la routine oui, et je me suis adapté à cette routine un peu de salariat pour pouvoir profiter, parce qu'en fait moi avant d'avoir ce truc-là que toi t'avais de pas enlever tes week-ends qui étaient déjà prévus pour le boulot, moi j'y arrivais pas. Okay. Moi tu m'appelais pour travailler, ça m'est déjà arrivé quand on partait en tournée, etc. Les mecs m'appellent à 16h, à 17h je suis dans le train, et à 18 et à 19h30 je suis dans la salle à Marseille. Après là c'est encore un autre sujet. Toi on parle de prestations sur l'instant T. Tu vas pas pouvoir faire une captation d'un événement qui avait lieu le week-end prochain, le week-end d'avant je veux dire. Toi t'es obligé de l'accepter si tu veux le travail. Mais par exemple, si on m'appelle un samedi, et que j'étais avec ma copine ou ma famille, et qu'on me dit il y a une tournée, etc., à une époque j'aurais dit oui. Et toi t'as fait pas le choix, je veux dire, entre guillemets. Que par exemple sur plus mon travail, je peux dire c'est pas grave, je vais quand même profiter de mon week-end, et ensuite je rattraperai le soir de la semaine. Parce que c'est du direct. Exactement. Ouais. Mais même en fait sur les deadlines, parce que je parle du direct là, parce que la tournée, tout le monde le sait un peu, donc voilà, mais même sur les projets, on a eu des projets de publicité, etc. J'ai dit qu'il fallait qu'on finisse le vendredi, ça n'a pas été fini, le week-end. On va repartir là-dessus parce que je veux que lundi, quand je suis avec Juliette je lui montre le produit fini et on se dit ok, là c'est terminé. Et j'ai pas envie de me dire si j'ai pas fini vendredi, lundi, du coup je devais rattraper le retard, mais lundi en fait on avait prévu autre chose. On avait prévu de faire, je sais pas moi, des photos, un shooting, n'importe quoi, et en fait ça va décaler tout le programme. Et moi j'ai un peu ce truc là de fixette, mais ce qui est mauvais pour le perso, mais qui est très bon pour le pro. Parce que t'avances à une allure folle, mais pour le perso c'est compliqué. Après aussi le truc de est-ce que vraiment des fois il y a besoin, là tu te fixes besoin de finir, mais est-ce qu'il y a besoin de finir? Parce qu'au bout d'un moment il faut savoir lever le pied et se dire ok, là j'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui. Vraiment je pouvais pas faire plus. À un moment, je pense qu'il faut savoir mettre les choses de côté, dire même à ton entourage, à ton client, des fois si c'est ton client qui est à la fin, dire voilà là c'est pas possible de le faire, et tu vas pas empiéter sur ta vie perso. Ce que tu dis c'est hyper intéressant, mais personnellement, et je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça aussi, c'est que c'est soit je fais tout à fond, soit je le fais pas. Et du coup ça a été un vrai problème à un moment donné. C'était vraiment soit tout soit rien. Parce que si moi je décale un truc, il se peut qu'après je le décale tout le temps du coup. Il y a plus ce truc là de j'avais dit dimanche, c'est dimanche, bon on finira lundi, finalement il y avait un autre truc de prévu, je vais appeler le client, on fera ça mardi, puis après en fait t'as perdu 10 jours. J'ai pas ce truc là de quand je l'ai dit je le fais, sinon il se peut que je le fasse pas. D'où l'importance de se mettre un objectif et une deadline. Voilà. Tu vois. Sauf que il faut essayer d'écarter les deadlines, c'est pour ça que je te posais cette question tout à l'heure. Mais c'est aussi très important, je pense, de se donner des horaires. Et des fois aussi, il faut faire attention à pas se donner trop à fond dans le vent. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, imaginons un vendredi soir, t'as pas réussi à rendre ce que tu voulais rendre à ton client. Du coup, tu vas te donner jusqu'à minuit. Le lendemain, un samedi, tu viens au bureau, tu travailles toute la journée, tu l'envoies, t'es content, tu t'es épuisé, tu t'es stressé. Mais en fait, ton client, il la regardera que lundi.
Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Donc bien sûr, moi aussi je traite en fonction des clients. Il y a des clients, je suis avec eux tous les week-ends par message, etc. Ils répondent que le week-end. Mais il y en a aussi beaucoup, quand ils travaillent dans une boîte, etc., que c'est la RH ou la personne, la chargée de com ou pôle market, voilà, bah, elle leur verra que lundi ton truc, elle s'en fiche, s'en fiche entre guillemets, mais elle y accordera de l'importance que lundi. Et donc si lundi tu le termines la matinée, etc., tu l'envoies dans la journée, les personnes peuvent être complètement compréhensibles et de toute façon, elle, ça lui a pas fait perdre de temps. Toi, ça t'a pas à apporter de charge de stress en plus. Je suis d'accord avec toi, mais parce que ça, je l'ai fait un moment. Et surtout à l'agence, pour le coup, vraiment, où il y avait peut-être une pression aussi un peu au-dessus, qui disait il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Du coup, on travaille jusqu'à 19h le vendredi, c'est fait, c'est envoyé. Bah ouais, mais du coup, on verra lundi. Et donc, on s'est tous stressés, on a voulu rendre, on était la tête dedans, on n'a même pas eu le temps du coup de prendre du recul, alors que des fois, c'est super bon de prendre du recul sur ce qu'on fait. Faut laisser même une soirée, un truc comme ça. Et en fait, du coup, on s'est entêté à vouloir l'envoyer pour rien, en fait. C'est pas pour rien, parce que le travail est fait, mais il aurait pu être peut-être mieux fait sans se générer de stress et pour le même rendu. Mais si tu finissais pas vendredi, c'est-à-dire que vous revenez lundi, vous devez finir ce que vous n'avez pas terminé, mais ça veut dire qu'en fait, là, quand vous allez revenir lundi, si vous avez terminé vendredi, la personne, le lundi matin ou dans la journée, elle va pouvoir le regarder. Vous allez avoir un retour plus tôt. Ouais, mais par contre, un truc, il a dit deux choses que je voulais aborder, c'est le fait de travailler dans le vent et la prise de recul. Parce que effectivement, tu vas avoir un produit fini lundi. Mais si tu as travaillé comme un acharné et tout, il se peut que ce que tu fournisses à la fin ne soit pas aussi quali que tu pourrais faire, tu vois. Clairement. Soit pas aussi qualitatif que ce que tu aurais vraiment pu donner au plein potentiel de tes capacités, tu vois. Je suis d'accord. Et c'est ça où c'est hyper important de prendre du temps aussi pour soi et de se fixer des horaires comme il disait, de dire voilà, à 20h, 19-20h max, je finis, je m'en vais et là ma tête elle est reposée. À la limite le lendemain tu reviens dessus vite fait, voilà, mais sinon il faut quand même te laisser ce recul là, cette bouffée d'air pour justement être plus performant et voir toutes les choses qui vont pas non plus et fournir le meilleur service à ton client. Je suis carrément d'accord, et dans même, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé dans le travail en DA en tout cas, mais quelque chose, je déteste par exemple devoir faire un projet en une journée, même un petit truc qui se ferait en une journée, en termes de temps, j'aime bien quand même l'étaler en 2 à 3 jours pour justement avoir ce temps de recul. Le lendemain, tu reviens, t'as la tête fraîche, t'as pensé à autre chose entre temps, t'as de nouvelles idées que t'aurais pas eu si tu l'avais fait en une journée, t'améliores le truc, etc. Et des trucs bêtes, mais ça m'est déjà arrivé de rêver, de m'écrire. Et d'en rêver, et d'un coup, je me réveille en pleine nuit et je fais, mais ça, c'est une idée de fou. Et je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, j'avais eu une idée d'un petit truc à rajouter, je l'ai rajouté, ça a fait toute la différence, et c'est genre le truc phare de la direction artistique qu'on avait donné pour ce client. Et en fait, si j'avais pas pris ce recul, etc., ça arrivera jamais. Quand t'as un projet sur le long terme, je sais pas moi, style documentaire, ou style, je sais pas, grosse publicité à gros budget, etc., effectivement, là, tu vas étaler la post-prod, je parle surtout de la post-prod là, mais de la post-prod sur le long terme pour pouvoir en fait avoir du recul, même tu prends une semaine, tu montres à d'autres gens qui sont dans le milieu pour avoir un retour un peu plus concret. Mais il y a aussi ce truc-là, quand tu travailles dans l'urgence fort, là, les notes que je peux donner, c'est quand moi je bosse avec Edgar et qu'on fait une date, on finit généralement la prestation, il est 21h, 22h, on va manger, etc. Moi, je rentre à 1h du matin et je dois lui sortir le teaser et toutes les vidéos qui sont à côté avant 10h le lendemain. En termes de conditions, c'est très compliqué, mais ce qui se passe dans ce truc-là, c'est qu'en fait, au fil des dates qu'on a pu faire, j'ai appris à monter beaucoup plus vite des teasers de meilleure qualité, parce qu'en fait, t'en sors un, ça plaît pas. Bon, fois d'après, t'en sors un autre, ça plaît pas. Un peu mieux, mais ça plaît pas. 3e fois, 4e fois, 5e fois, tu trouves des façons d'organiser ton temps pour être plus productif et répondre à une urgence. Et ça, en vrai, ça te permet d'avoir une méthodologie, parce que grâce à cette expérience-là que j'ai eue avec Edgar, quand maintenant j'ai des clients qui m'ont demandé des vidéos, en une journée, clé en main, c'était terminé, validé. Alors qu'avant, j'aurais dit non, attends, peut-être qu'on va prendre une semaine, peut-être que du coup, je vais attendre un peu, prendre du recul, etc. Le recul, c'est bien, mais il faut pas se cacher derrière ça non plus. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, non, mais là aujourd'hui, j'arrête, je vais me laisser une petite semaine, parce qu'ils ont aussi peur de l'envoyer. Parce que quand on voit un truc graphique ou vidéo, etc., le jugement il est terrible. Parce que c'est pas que sur la technique. Le jugement qu'ils vont te renvoyer, c'est sur le goût et l'appréciation de chacun. Donc je vais te la montrer, tu vas adorer, je vais te la montrer, tu vas détester. C'est nul. Comment tu réagis par rapport à ça? Il faut être solide techniquement pour se dire déjà c'est pas de ma faute, et après essayer de parler et de communiquer avec ton client. Pourquoi ça te plaît pas? Est-ce que ça te plaît pas parce que tu l'as montré à ton pote et qu'en fait ton pote il aime pas, du coup ça t'a influencé, du coup t'es pas trop sûr parce que toi t'as pas confiance? Faut essayer de trouver la cause de ce qui fait que ça lui plaît pas et de voir si tu peux l'améliorer ou pas. Mais je pense que travailler dans l'urgence, sincèrement, ça a des atouts, ça a des bons atouts d'apprentissage. Je suis d'accord. Pas tout le temps, mais c'est bon. Je l'ai fait aussi, je le fais encore. Il y a toujours de l'urgence, j'en aurai toute ma vie.
Mais pour en tout cas de la création graphique où ça peut être bien fait, j'aime bien me laisser 2-3 jours. C'est encore autre chose, toi. C'est de la création graphique. Voilà. Donc il y a une conception il y a une DA à construire. Quand on fait un teaser, nous on capte, c'est une captation d'événements, et après on chope les rushs, on essaie de voir ce qu'on peut en faire pour que ça ait une vie, un petit scénario construit dans le temps. Mais il n'y a pas de création graphique, DA. Ouais, mais après il y a quand même une direction artistique entre guillemets. Oui, sur long terme. Voilà, ça met en tout cas sur toutes les vidéos et tout, il faut quand même respecter certaines choses. Sur les polices, voilà. Non, mais bien sûr. Je vois ce qu'il veut dire. Par exemple, tu reviens le lendemain, tu vas pas retourner dans tous tes rushs pour essayer de dire ce petit bout en fait il pourrait être bien, c'est moins. Parce que tu peux pas parce que tu le sors, parce qu'en fait ça sort. Ouais. À 10h la vidéo est sortie. Mais du coup il faut quand même avoir ce bon goût là entre guillemets de faire les choses bien et. Il faut connaître le client dans ce genre de cas de figure. Il faut connaître le client. Bah regarde, aujourd'hui je suis sûr que c'est quasiment ta V1 ou ta V2 qui est validée. C'est V1. Voilà. Bah t'as pas le choix. Alors qu'au début tu disais. Non, la V1, parce que c'est pas le genre de client. Et après c'est normal, ils ont plein de trucs à gérer, mais on parle aussi, ça dépend des clients. Quand tu parles pour une agence qui veut faire de la vidéo publicitaire ou ce genre de choses, ils vont te faire V10. V1, V2, V3, V4, V5, ils vont chipoter sur des petits détails. Là, on est sur de l'événementiel, on est sur de l'information instantanée, parce que la date a été hier, donc on veut sortir le teaser aujourd'hui pour pouvoir informer de ce qui s'est passé et en fait permettre aux gens de réagir à la soirée qu'ils ont passée en instantané et le partager pour remplir la date qui va être programmée pour l'année d'après. Exactement. Donc en fait, t'as pas trop le choix. Par contre, festival, par exemple, t'as une petite semaine, petit mois. Parce qu'en fait, tu vas sortir des réels le lendemain ou le jour, enfin le soir, tu vas filmer des trucs pour le lendemain, mais la captation globale, tu auras une petite semaine ou un petit mois, et peut-être même qu'ils vont pas la sortir maintenant, ils vont la sortir 2-3 mois au moment de la billetterie. Donc en fait, ça dépend vraiment de ton client. Ça dépend aussi beaucoup du canal de diffusion. Du canal de diffusion. Tu la sors sur Insta, c'est un réel, ça va être consommé, ce sera presque plus jamais revu. Par exemple, comme tu disais, une pub, bien sûr que tu vas sur une V10, si c'est pour du display à la télé, c'est normal, ça va être vu, revu, ça dépend de... Replay, machin. Ça dépend du canal de diffusion, je pense beaucoup aussi. Il y a un truc aussi où les clients, des fois, ils savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ouais. Et ça, c'est un autre problème, parce que là, par exemple, moi, à l'agence, du coup, je travaillais pour un client où la demande à la base, elle était claire, on avait fait un brief ensemble et tout, on était même plusieurs à briefer avec ce client. Donc vraiment, on était tous à prendre l'information. Après, on s'est refait un brief entre nous pour être sûr de tout, pour bien tout caler, tout mettre à plat. J'ai fait une première maquette, une V1. Ça a été accueilli, ça a été bien apprécié, etc. J'ai continué à faire la maquette. On a reproposé au client, surtout qu'il fallait aller vite aussi à ce moment-là. Okay. Et le client a dit, en fait, non, ça ne va pas, on veut autre chose, on veut carrément quelque chose de différent. En fait, il faut d'autres trucs, on veut rajouter ci, on veut rajouter ça. En fait, il y a des trucs qu'on veut changer, on va aborder les choses autrement, on veut plus de ci, moins de ça. Et du coup, comment on se protège ? Et ben là, c'est très compliqué. Par rapport à ce projet-là, moi, je suis juste intervenant et juste freelance dans l'agence, donc c'est pas moi qui gère ça, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de... Enfin, il y a plein de retours un peu inutiles ou des remises à zéro, on revient... C'est ça, en fait, on perd du temps tout le temps. À la base, le site devait sortir il y a 2 semaines. Au final, il est toujours pas sorti, il est même pas intégré, il n'y a rien du tout. Et on sait même pas quand est-ce qu'il va pouvoir être sorti, parce que justement, il y a toujours des petits retours, une personne qui va dire « Ah, moi j'aime bien si », une autre personne qui va dire « Ah, moi j'aime pas ». Mais vous n'avez pas des conditions un peu de relation client-prestataire ? Moi, je sais que par exemple, pour les boîtes style institutionnel, ils ont le droit à 3 retours, c'est compris. Ça, Le premier, je t'envoie une version qui n'est pas achevée, mais pour que tu puisses voir la qualité, si les coupes vont... Je parle pour la vidéo, si les coupes te vont, etc. La deuxième version, c'est en prenant en considération tes retours. En plus, j'ai mis un timecode pour qu'ils puissent justement voir la vidéo, me donner des retours bien concis, etc. La deuxième, en gros, me donne leur retour. Troisième, c'est une version finale. Et en fait, le fait de dire ça aux clients et de dire que le ça retour les conditionne suivant, directement dans... en fait, quand ils vont regarder, déjà, ils vont se concentrer en fait. Parce qu'ils vont être là, ils vont regarder la vidéo, ils vont la re-regarder, quand ils vont écrire le mail, ils vont prendre le temps de te l'écrire avec les bons timecodes, etc. Alors que si tu donnes pas ce genre de contraintes, et ben après si tu dois faire une V4, tu fais une V4. Mais non, parce que tu vas pas dire non, V3 c'est V3. Non, tu parles avec le client, mais le fait de faire ça, et ben ça permet de gagner du temps. Bien sûr. Et tu leur dis, vous êtes sûr de ce retour-là ? Oui, bon, je vais essayer, mais franchement, je pense que ce sera pas bon. Hop, on passe à la V2, finalement, c'est pas bon. Et bon, on repasse à la V3. Et terminé. Je pense que ça, c'est une façon de se protéger, mais dans le graphisme, je sais pas. C'est exactement, il faut faire exactement la même chose, sauf que là, par exemple, pour ce projet-là, c'est pas moi qui gérais justement les détails du contrat et des retours, etc. Donc moi, je suis juste les petites mains qui façonnent le produit, quoi. C'est ce qui te rappelle. C'est ça. Tu fais un peu d'oseille, on va pas se mentir. En vrai,
oui. C'est toi Mais, qui es derrière tout ça. Non, bien sûr. Non, en vrai, j'aurais bien aimé justement que ce soit validé un peu comme ça et qu'à la fin on disait voilà, on a tout à glisser directement et c'était parfait quoi. Mais le boss, il s'est pas protégé. Oui, aussi, ouais, Le clairement. patron, il aurait dû se Ouais, protéger. clairement. Après, c'est aussi comment tu veux traiter tes clients. Je veux dire, comment tu veux te présenter à ton client. T'es le genre de personne qui va dire bah, c'est 3 retours et c'est stop, etc. Dans la vidéo, je sais que ça se fait beaucoup. Et ça dépend Nous, c'est un comment petit tu peu le plus dis. délicat. Oui, Ça, en fait, oui. À quel point tu veux être enfin, tu veux montrer ton investissement à ton client pour qu'il sente du coup que t'es là pour lui en fait, que vraiment il y a que lui dans ta vie et que en fait c'est ça, Et il y a c'est ce qu'ils aussi, aiment toujours ressentir. Il y a aussi le truc de bon, tu vas travailler un projet sur ce client, là il va te faire chier sur ce projet. 30 retours, on a développé 2 fois, voire 3 fois le site, c'est chiant, on n'en peut plus, on veut que ça sorte, mais derrière, il t'apporte 3 autres contrats. Peut-être, voilà, qui c'est se ça passe aussi. généralement pas mal. Et c'est pas parce que tu mets 3 retours max qu'il t'apporte pas de contrat. Parce que ça dépend comment tu l'amènes. Si tu dis Ouais, non, c'est là ça. en fait Non, 3 mais retours, si, c'est je veux fini. dire- je veux Là, dire- le client va mal le prendre. Mais si tu lui dis, écoute, là, t'as 1, 2, 3 retours, on en discute à chaque retour, on s'appelle à chaque retour, et il y a vraiment un accompagnement sur 3 versions, tu le vends pas pareil qu'au bout de 3 retours, c'est terminé. Hein. Oui, bien Dis, non, sûr. là, je vais non, mais- t'accompagner sur 3 versions pour avoir vraiment un master à la fin que tu vas pouvoir présenter, et justement, je vais être là jusqu'au bout avec toi. Là, je t'ai parlé différemment. Et je pense que ça change tout. Je Ouais, pense bien que sûr. ça joue Bah, là, le- de toute façon, il faut toujours aborder les choses de manière cool et faut accompagner. ouais, Les ça. gens, ils sont perdus. L'accompagnement Ce qu'il il faut est toujours appeler à nous, important. C'est qu'ils savent pas le faire. C'est ça. Donc en fait, il faut essayer de les rassurer, parce qu'en plus c'est un milieu où ils sont un peu stressés. Il y a l'image, si on les voit, c'est compliqué. Si on vend leur marque, c'est très compliqué. Il faut les rassurer dans un premier temps. Et s'ils sont cool, ça glisse. Ça glisse. C'est ça. Il y a toute une phase de conseil là-dedans aussi. Donc justement, si quelqu'un vient te voir pour une DA, il va te donner des inspirations, etc. Mais il va attendre aussi souvent un conseil. Des fois, pas du tout. Ils ont une idée claire, mais voilà. On essaye de leur apporter du conseil. Un retour, ça passe pas. 2 retours, ça commence à être galère. Je pense qu'à un moment, il faut aussi... c'est très difficile de faire ça, mais il faut lâcher prise aussi. Et dire, ok, bah tu veux ça, bah ouais, on va mettre des fleurs ici. On va mettre un petit soleil qui clignote là. Ça va être dégueulasse. Mais c'est ce que tu veux, à un moment, faut aussi qu'on avance, nous aussi, justement, faut qu'on coche ce projet, qu'on passe au suivant, etc., parce que ça met en retard, hein, les retours incessants et tout. Et nous aussi, il y a ce truc de, des fois, se battre avec le client, et du coup, ça crée des retours et des retours et des retours, mais parce qu'on veut faire le mieux, il comprend pas forcément ça, et souvent, ça crée même en plus du conflit, il se dit, mais en fait, ils comprennent rien à ce que je veux et tout, alors qu'on essaie juste de les accompagner pour que ce soit mieux, au final. Ça dépend du client. Et à un moment, il faut juste lâcher prise. Parce que c'est lui qui paye à la fin. À la fin, c'est lui qui paye. C'est ça. À la fin, c'est lui qui paye. Mais après, il y a l'image de marque aussi, parce que si tu fais un truc qui te plaît pas, Toi, tu communiques pas dessus, ok, voilà. Et du coup, tu peux pas communiquer sur un projet qui te plaît pas. clairement. Donc nous, Donc oui. tu perds en plus la possibilité de communiquer là-dessus. Oui. Ça peut être aussi handicapant. Si t'as que des clients comme ça, Ouais. ils veulent que des trucs que t'aimes pas, et que tu veux pas promouvoir dans ta société, Bah là, c'est qu'à un moment, il faut se remettre en question. Si t'attires que des personnes qui veulent faire des trucs dégueulasses, etc., Ouais. c'est soit des personnes qui n'ont pas de budget, parce que souvent les personnes Ouais. qui remettent en cause ton travail, C'est- qui ont c'est- leur avis surtout, c'est des personnes qui n'ont pas de budget. Donc ça veut dire que t'attires des personnes que comme ça. Donc il faut revoir sa strate à un moment. lâche-toi, Nico, vas-y. Voilà. Tu parles de pauvres, là. Les Voilà, exactement. Moi, en vrai, aujourd'hui, j'en ai plus des gens comme ça. pauvres. Quoi, des pauvres? Des pauvres, ouais. J'ai un max d'oseille, moi. Tu vas que ça, tu vas que ça. Tu veux savoir comment je suis devenu riche? Parce que vous allez acheter ma formation. Non, mais c'est vrai que par contre, ces clients qui ont moins d'argent sont souvent les plus compliqués, mais parce qu'en fait, ce qu'ils dépensent, c'est important pour eux. Là, on rigole si on dit les pauvres, les pauvres. Mais en vrai, une personne qui va dépenser 1500 € si elle gagne 10 000 euros par mois, pour lui, c'est un sandwich. Hein. Donc en fait, il n'y a pas de problème, il va dire je te fais confiance, en plus il a raison de nous faire confiance parce que sinon il ne ferait pas appel à nous. Mais quelqu'un qui a un petit budget, qui veut, on en connaît nous pour des mariages par exemple, puis ils disent voilà, nous on a un petit budget, je sais pas comment on peut faire. Ok, pas de problème, on va peut-être pouvoir s'adapter, on ne viendra pas toute la journée, on va essayer de voir comment on peut s'arranger, vous voulez peut-être que des photos, mais un peu moins, une vidéo ça va être un peu technique, je peux vous mettre un plan fixe parce que voilà, ça vous fait plaisir. Mais je pense que s'ils sont aussi compliqués avec nous, c'est parce qu'en fait, c'est un réel investissement financier pour eux. Et ça, faut pas l'oublier. Si tu sens qu'ils sont stressés, moi c'est ce que je fais quand je vois des clients qui ont moins d'argent et qui sont stressés, ok, qu'est-ce qui va pas? Je me pose, hein, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que le budget est trop élevé? Est-ce que du coup vous voulez pas qu'on baisse le budget mais qu'on fasse beaucoup moins de choses? Est-ce que vous voulez pas qu'on arrête? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce qu'il y a ce truc là aussi, des fois il faut savoir dire non. Si tu vois que le client il est pas à l'aise, il va te prendre 4 fois plus de temps, que ça va rien te rapporter, tu lui poses la question s'il en a vraiment envie, et peut-être que le mec au bout d'un moment il va faire Pas sûr. finalement, peut-être que là, c'est avec la vidéo, peut-être que je pourrais le faire moi-même avec mon téléphone au début, bon c'est peut-être pas aussi quali, mais peut-être que je vais m'en sortir, je viens d'ouvrir mon restaurant, voilà. Faites ça comme ça pour commencer, lancez-le, enfin lancez votre restaurant, peut-être que dans un an vous aurez plus de budget, revenez me voir,
Et là, à ce moment-là, on pourra mettre un système de communication en place. Ça. Et puis ils se rendront compte aussi du travail que tu apportes, Voilà. de la vraie expérience. Parce qu'ils le feront, et C'est après, ça. ils diront, Ouais, c'est peut-être ça. que c'est mieux de passer par une agence. Ah, bah, c'est clairement. Et clairement. Nous, dans notre travail, c'est tout le temps pareil aussi. On est là en mode, on nous dit ouais, non mais t'inquiète, je connais quelqu'un qui va le faire à ma place. Mon petit cousin, il va Mon pote. me dessiner un logo et tout, tranquille. Il a Ouais, craqué sauf que Photoshop. voilà, et ouais, c'est ça, c'est Je toujours la connais même Timer. chose. Ouais, mais vraiment. Non, mais les clients se disent ouais, c'est bon, c'est trop cher, ou ils comprennent pas, s'ils comprennent pas ça, pourquoi est-ce que ils ont besoin de quelqu'un de professionnel avec eux. Et en fait, quand ils le font eux-mêmes, là ils comprennent. Comme on disait au début, c'est toujours important d'avoir un cadre finalement. De leur mettre un cadre à eux et de nous mettre un cadre à nous. Oui. Pour, est-ce Et que d'avoir- c'est ça, c'est Et de deux mettre cadres différents, des objectifs mais au projet. et c'est ça en fait. Tu vois, même à la limite, il y a des objectifs et des rendez-vous intermédiaires avec le client. Tu vois, il peut toujours y avoir un truc où on se voit au début, on fixe un premier objectif et un deuxième à la livraison, ou même plus s'il y a besoin. Nous, on est là pour vous, mais on n'est pas que pour vous. Et pour savoir tous ces trucs-là qu'on est en train de discuter, les cadres, etc., comment on a appris ces choses-là? Est-ce que c'était par des problèmes avec des clients qu'on a pu rencontrer? Est-ce que c'est parce qu'on a demandé des retours d'expérience de clients qu'on a déjà eu, les points positifs et négatifs, et par conséquent on essaie de se réorienter? Comment on en est arrivé à faire ces conclusions pour s'améliorer concrètement? Parce que l'entrepreneuriat, il n'y a pas une école juste pour ça. En vrai, c'est de l'expérience. C'est ok, ça s'est bien passé. Pourquoi ça s'est bien passé? Il faut aussi se poser la question. Pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi là j'ai pas de retour? Est-ce que je peux lui demander un avis? Tu vois, parce qu'il y a ce truc-là, après, au bout d'une semaine, un mois, ok, comment vous avez perçu la vidéo? Je parle surtout pour nous, là, tu vois, mais comment vous avez perçu la vidéo? Est-ce que ça a bien plu à votre audience? Est-ce que ça a bien plu pour les formations à ceux qui sont formés ou formateurs? Oui, non, pas pour tout le monde, pourquoi? Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Tu le notes, et en fonction après, tu fais un petit tableau. Ça a bien marché pour ces clients, ça a mal marché pour ces clients. Est-ce qu'il y a des clients qui sont vraiment compliqués? Dans ce cas-là, il ne faut pas non plus tout prendre en compte. Mais est-ce que si c'est la majorité, il n'y a pas un problème? Et dans ce cas-là, il faudrait se remettre en question. Comment vous faites-vous? Bien sûr. Eh ben, Au tout début, comme tu dis, il n'y a qu'une chose qui t'apprend ça, c'est le temps, c'est l'expérience. Tu peux pas arriver en mode ça y est, j'ai mon sirette, je vais devenir Elon Musk et voilà quoi, c'est impossible. T'as des merdes qui vont t'arriver au début, tu vas en avoir plein. T'as des gens, au début, moi je pensais que j'allais devenir, mais pas riche, mais si, riche. le flouze. Non mais genre, j'avais des appels au début surtout, plein de prospects. Des appels de, vas-y, il y a des gens qui veulent faire ci, il y a des gens qui veulent faire ça. Et du coup, tu t'enflammes, tu leur fais un devis, tu les rencontres, on parle du projet, ils sont super intéressés. Et ça te fait déchanter très vite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te rappellent jamais, qui n'avaient pas conscience de la chose, du budget, ou même juste du fait que c'est un projet. Il faut s'y impliquer, etc. Et en fait, ça au début, j'en ai eu plein. Des choses avec des projets où tu imagines avoir le projet avant que quoi que ce soit signé. Et tu limites, tu programmes ton planning en fonction, alors que pas du tout, ça sortira jamais, la personne ne te rappellera jamais. Et ça, aujourd'hui, t'apprends à le faire. Déjà, ça, c'est une première chose à apprendre, à remettre les priorités où elles doivent être dedans. Surtout quand tu commences ensuite à avoir des clients, il ne faut pas user ton énergie dans ce qui ne vaut pas la peine. Donc il y a ça, c'est que du temps. Donc c'est de la souffrance. Au début, tu souffres. Hein. Donc on C'est parle pas- vraiment de souffrance. Non, c'est pas de la souffrance. On abuse, c'est pas du tout de la souffrance. Ça dépend, si De la tes déception, clients, si au des début échecs, tu commences peut-être. et que t'as pas de clients, toi t'es salarié donc t'as peut-être pas manqué d'oseille au début. Mm. Mais en vrai, si tu te lances, t'avais ton petit boulot, etc., d'un coup tu t'en vas, t'avais un ou deux clients réguliers, mais ça suffit pas pour vivre, et d'un coup tes clients réguliers s'en vont, t'en retrouves pas de nouveaux parce que justement t'as déception sur les devis que tu fais, et ben à un moment donné, tu peux arriver dans un stade psychologique un peu compliqué. Hein. Parce que t'es tout seul, quand t'entreprends, t'as pas d'équipe de base, au début. T'es tout seul, donc je trouve chez toi, tout seul, sans argent, sans projet viable, même si t'as des prospects, et encore faut réussir à les trouver, et que ça dure une semaine, un mois, 2 mois. Ah bah là, c'est une Ton spirale. compte, il chute un peu, et puis tu sors plus parce que du coup t'as pas l'argent pour sortir, donc si tu sors pas, tu rencontres pas aussi de nouveaux clients, parce que c'est comme ça qu'on en rencontre aussi. Tu rencontres, je sais pas, on t'appelle pour des soirées un peu privées, tu rencontres des gens, tu vas au bar, tu trouveras quelqu'un qui dit ouais, moi pour mon site, je connais quelqu'un, ou moi je peux te le faire et machin. Et en fait, c'est en sortant que tu rencontres le plus de clients. Nous, 80% de nos clients, c'est comme ça. C'est des gens qu'on a rencontrés en soirée, des gens qu'on a rencontrés ne serait-ce qu'au restaurant, dehors, on marche dans un bus, t'entends une discussion, tu dis mais en fait, après faut avoir le culot d'y aller. Je dis en fait, j'ai entendu ce que vous disiez, tenez, je vous donne ma carte, en vrai, regardez ce qu'on fait, si ça vous plaît, vous m'appelez, si ça vous plaît pas, passez une très bonne journée. Voilà, c'est ce que nous on appelait satisfait renouvelé. Super slogan, nous on dit pas, tu vois, satisfait renouvelé, voilà, basta. Et c'est un slogan qui fonctionne très bien. On va pas bourriner les gens en fait. On est là pour te dire, écoute, regarde ce qu'on fait,
Ça te plaît, tu vas m'appeler. Si ça te plaît pas, bah passe une bonne journée. Et tu vas m'appeler. Parce qu'il s'en rappellera. Et Il ça était rappellera. sympa lui. Hein. T'es très sympa, machin. Bon, il est sorti de nulle part, j'étais dans le bus. il écoute pas. J'avais mes écouteurs, il me l'a enlevé. Il m'a sorti de l'arrêt, il m'a pris pendant 10 minutes. Je comprends pas. Je suis allé lui retirer de l'argent. Je sais pas qui est ce monsieur, bon sang. Mais ouais, là, dans ce qu'on dit aussi, il y a un peu ce côté vision. Vision, comment on se projette. On parlait du cadre tout à l'heure, mais comment on se projette sur le long terme. Comment on se fixe des objectifs. Objectifs quotidiens, mais pourquoi? Pour aller où? Tu veux monter ta boîte, auto-entreprise, tu veux monter une agence, tu veux... Comment en fait on trouve l'ambition, comment on trouve l'envie de se lever le matin et de développer? Est-ce qu'on a vraiment un objectif final et par conséquent on connaît toutes les étapes par lesquelles il faut passer? Comment Moi, je vous pense voyez pas. ça? Non, bah, clairement, moi, il y a un truc que je déplore de fou malade, c'est le fait que à l'école, justement, où on est censé apprendre le côté professionnel de Ouais. notre métier, etc., enfin, du moins dans les écoles supérieures, qu'on ait des cours vagues un peu sur l'entrepreneuriat, mais alors très très vite fait. Enfin, c'est même pas l'entrepreneuriat en fait. Non, en fait, c'est juste la création d'entreprise, vraiment. Et encore, Ça dépend des c'est écoles. ouais, vraiment, mais tu vas avoir un cours ou deux et c'est tout quoi. Et moi, je déplore de ouf ce truc-là parce que justement, c'est le plus intéressant. Et quand on a des intervenants plus professionnels à qui ça arrive, on peut même pas leur demander parce qu'eux, ils sont là pour faire d'autres cours. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'était une grande bataille que j'avais avec les profs, les intervenants qu'on avait. Je leur demandais toujours de dire, vas-y, est-ce qu'on peut, enfin, vous pouvez nous présenter, vous pouvez nous parler de votre expérience, etc. C'est quoi votre entreprise? C'est quoi une SASU? C'est ça, quoi... mais en fait, c'est la même, et même au-delà de ça, c'est que pourquoi est-ce que tu fais ci, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc., etc. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un autre truc, ces gens-là, ils ont de l'expérience au bout d'un certain temps, ils ont les méthodologies aujourd'hui, Oui. ils savent comment faire telle ou telle chose, enfin, du moins ils sont heurtés à différents problèmes dont on parlait tout à l'heure. Ils pourraient nous donner les Ouais. clés, ou du moins enfin, comment appréhender tout ça, mais non. Et pourquoi alors? Bah, parce que c'est pas dans le programme. Parce que je pense que pour eux c'est normal. Et je pense que c'est C'est parce pas- qu'on leur demande pas. Si, mais justement, moi, je Non, leur je demande. pense que, honnêtement, je pense que tu prends un auto-entrepreneur qui est passionné par ce qu'il fait, toi tu lui envoies un Oui, message bien en sûr. dehors des études, tu lui Ah, demandes, voilà. tu lui demande de le voir à l'extérieur, tu lui dis j'aimerais lancer mon truc, etc. Si le mec a un petit peu d'humanité, etc., il sera, non mais il aura envie de t'aider, etc. Parce Oui, que oui, tu bien t'intéresses Ouais, à votre passion commune que vous avez bien tous les sûr. deux. Mais du coup, il faut le faire enfin, il faut quand même entreprendre des choses de son côté, quoi. Exactement. C'est en fait là, Ouais, là où bah- je voulais en venir, c'est surtout à l'école, là où on est censé Ouais. apprendre des choses sur ton métier et sur la vie en général. Mais ce qu'il faut, on c'est que ça soit apprend pas rien, en fait, quoi. la base, Ouais. au-delà que les profs nous en parlent pas, c'est que ça soit pas au programme. C'est ça en fait, Mm. On n'est pas dans des milieux classiques. bien sûr. À un moment donné, il faut dire il y a la voie du salariat, mais il y a aussi la Non. voie de l'auto-entreprise, C'est ça. SASU, on peut être tout seul, ou si vous êtes dans une école avec différentes spécificités, et ben peut-être monter une société un peu plus grande, Mm. une association, un but C'est ça. lucratif, machin. Enfin, il y a des trucs en fait Bien sûr. qui peuvent être en place, et tu fais juste un tableau, un cours de 4 heures Bien sûr. suffit. Tu mets tout ce qu'il est possible de faire, et après tu envoies un mail ou un PDF. Mm. Et après, ceux qui ont cette âme-là d'entrepreneur, ils vont lire Ouais, le PDF. hein. Et ils vont aller Ils plus le loin, liront. voilà, Mais etc. après, il y a ce truc-là, Mais, même si les écoles, moi je le vois avec notre école, ça fait un moment, mais dans l'école dans laquelle nous sommes, enfin nous étions, les gens qui n'entreprennent pas à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'en fait ils en étaient incapables. Eux, Oui. déjà pour aller à l'école, c'était compliqué. Ouais, bien sûr. Oh, j'arrive pas à gérer mon emploi du temps, etc. Franchement, je sais que nous on avait 2 boulots, l'école, on a monté une association, le début de la boîte, etc. En même temps, le mec, juste pour les cours qu'il avait, il était en galère. Il faut aussi savoir que tout le monde n'est pas fait pour ce milieu-là. Bien sûr. Et nous, on en parlait dans un autre podcast. Est-ce qu'on est ou on devient entrepreneur? C'est hyper intéressant. Pour moi, je pense qu'on le devient. Ouais, je suis d'accord aussi. Ça dépend de comment tu n'es pas en me disant bon, je vais monter une boîte, le mec il a 3 ans, tu vois. Mm. Ça marche pas comme ça. Je pense que tu vis aussi le salariat. Généralement, on le vit mal. C'est comme ça qu'on prend un tangente. hein. Ouais, je sais pas si on le vit mal, mais je pense qu'on a des envies. Parce que être On a des envies entrepreneur- différentes. Ouais, mais quand t'es entrepreneur, c'est vachement plus compliqué qu'être salarié pour moi. Bien Dans sûr, notre mais milieu. Parce qu'en fait, t'as ton cadre de vie, t'as ta semaine de travail, t'es un peu dirigé. Si vraiment t'as une grosse galère, tu vas te faire engueuler par le patron, mais t'as pas de responsabilité à trouver de l'argent. Quand t'es entrepreneur, travaille le week-end, travaille des fois le soir, tu reçois des mails, etc. Tu travailles vraiment plus longtemps. Donc si on prend cette tangente-là pour que les premières années soient compliquées, c'est parce qu'en vrai, de vrai, pour ma part, le salariat, c'est inconcevable. C'est trop Moi, compliqué. c'est pas que ça se passe mal en salariat. J'ai pas envie de le concevoir toute ma vie, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça. Mais ça se passe pas mal actuellement où je travaille. Il y a une relation d'équipe géniale. J'adore les projets sur lesquels je travaille. C'est le monde des bisounours un petit peu. Ok. Mais pourquoi l'entrepreneuriat, c'est ça qui, dans ma tête actuellement,
fait que c'est ce que je veux faire, c'est vraiment un challenge de réussir quelque chose et surtout d'avoir son bébé à soi. De dire, alors ok, je vais travailler un peu comme un acharné, etc. Je vais me donner, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais travailler des week-ends et tout, mais c'est pour moi que je le fais. Une fierté. Pour moi, c'est une fierté et c'est une liberté. La liberté que t'as pas en salariat, Voilà. de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux. Si tu as un impératif le matin, tu peux aller à la salle de sport, tu peux emmener ta voiture n'importe où. C'est dans ton planning. Mais avec qui tu veux. Et avec qui tu veux, bien sûr. Ah bah oui, aussi. Alors, des fois, c'est pas tout à fait le cas. Mais de travailler avec les clients que tu veux. Au début, non, mais pas au début. Il se peut que mais, tu baisses les yeux. Hein. Bien sûr, mais il y a des clients, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'accepte plus. Ouais. Tu vois, il y a des clients qu'on n'accepte pas parce que justement, t'as vécu certaines choses. Bah, tu vois, ça, je pense qu'il faut jamais refuser des clients. Je suis là, je vais reprendre sur toi, Nico. Il y a vraiment ce truc-là. Moi, je bosse. Quand j'ai commencé, je bossais avec un mec qui s'appelle Alex, si jamais il voit la vidéo. Un mec super. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en live, etc. Et ben, ce mec-là, de ce que je sais en tout cas, quand il a pas le temps de gérer une prestation, ou alors qu'il n'en a pas envie, et ben soit des fois il m'appelle, soit il en passe à d'autres et lui récupère 20% dessus. En fait, il faut pas dire non à un client que tu as déjà potentiellement acquis. Tu dis ok, bah écoutez, moi je suis pas disponible, mais par contre je connais quelqu'un, et en fait l'argent va venir sur son compte parce que c'est lui qui facture, et après lui il va te reverser les 80%. Et en fait ça te permet en fait d'avoir aussi un réseau que tu fais travailler, qui du coup ils vont penser à toi, et en fait t'enchaînes comme ça. Refuser un client, moi ça ne m'est jamais arrivé, et ça n'arrivera pas, je pense pas. Je pense, quand je dis refuser un client, c'est surtout par rapport à. Il y en a certains que tu les sens déjà de base, c'est un peu foireux, ou alors ils vont être ultra chiants. Et après, t'as des trucs aussi où tu sais, les clients proches de toi aussi. Tu connais, les gens que tu connais, voilà, ça c'est toujours compliqué. Je pense et justement, il y en a, quand t'as pas de sous, t'acceptes. Parce que du coup, t'as. Ouais, mais en fait, portfolio, c'est ça. Mais du coup, il y en a certains où tu dis, bah, même si j'ai pas de sous, des fois, tu préfères ne pas les faire parce que justement, c'est trop compliqué à gérer au bout d'un moment, quoi. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que tu refuses un client, mais pour des bonnes raisons. Oui. Je raconte une expérience là d'un truc, ça m'a pris des réunions, des trucs où j'avais commencé une maquette d'un site pour montrer un petit peu l'implication dans le machin et tout. Ils sont grave motivés, ouais, là on a eu des fonds de machin, j'ai touché un héritage de trucs, ok. Ben, en fait, le projet il est super ambitieux et en fait, vous avez jamais eu envie de le faire, je crois. Tu vois, et en fait, t'as perdu un max de temps et il y a plein de red flags que j'aurais pu voir dès le début. Et c'est l'expérience qui montre. C'est l'expérience qui le montre, ouais. C'est ça, Et donc tu peux être amené à refuser des clients, je pense, ouais. Pour les bonnes raisons. Si c'est juste parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la flemme, parce que voilà, non, bien sûr, c'est inacceptable. Non, moi j'étais pas dans ce sens-là. Non, moi je pars en vacances, bah si tu pars en vacances, t'appelles un pote. Ouais. Oui, voilà. Non, mais bien sûr. Et c'est hyper important de faire vivre son réseau quand tu peux. Parce qu'en fait, quand tu vas aider quelqu'un à trouver une mission, et ben il te rendra l'appareil à un moment. Même si tu le rends pas tout de suite, tu perds pas d'argent en fait. Tu n'allais pas le faire, donc autant faire profiter les gens que tu connais un maximum. Et peut-être qu'à un moment donné, il y aura des retours. Pour aujourd'hui, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. On était avec Hugo et Nico. Il y en aura d'autres qui vont arriver un peu plus tard. On va parler d'autres sujets. En tout cas, merci les gars d'être venus. Merci à toi pour l'invite. C'était très intéressant. J'étais un peu stressé au début. C'est vite parti du coup. Et c'était un super exercice. Donc merci beaucoup. Et ben écoute, pas de soucis. Moi, j'ai une scoliose parce que je suis. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.